Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de construire le graph-set de la station de polissage et le traduire en un programme ladder dans le logiciel TIA Portal, ainsi que faire la simulation de la station pour vérifier son fonctionnement. Et enfin, on va réaliser la supervision de ce système. Alors, notre station de polissage, dans un premier temps, permet de réaliser le polissage de 6 pièces qui sont en plastique. Il est constitué de 4 modules, une table rotative qui réalise une rotation de 60 degrés lorsqu'on applique une impulsion sur ce moteur, un piston qui est commandé par électroaimant. Il se trouve à l'étape initiale dans la position hausse. Il comporte seulement un capteur en position basse qui détecte la présence de pistons dans cette position. Un module de perçage utilisé pour simuler le polissage du trou de la pièce. Elle comporte ce dispositif de serrage électrique qui retient la pièce et cette perceuse qui monte et descend en moyenne d'un axe linéaire entraîné par courroie grondée. Cette perceuse comporte deux capteurs, une dans la position basse et une dans la position hausse, qui permet de détecter la présence de la perceuse. Et le moteur à courant continu de cette perceuse est actionné par une tension de 24 volts et sa vitesse n'est pas réglable. Et enfin, on a un éjecteur commandé par électroaimant qui permet d'effectuer l'évacuation de la pièce vers cette station. Ensuite, on passe au bilan des entrées. On a PP1. C'est un capteur qui détecte la présence de la pièce dans la position d'entrée, cette position. PP3, un autre capteur qui détecte la présence de la pièce dans la position de perçage. Et PP2, un capteur qui détecte la présence de la pièce dans cette position intermédiaire entre la position d'entrée et la position de perçage. FC haute perceuse, un capteur qui détecte la présence de perceuse dans la position hausse. FC basse perceuse est un autre capteur qui détecte la présence de perceuse, mais cette fois dans la position basse. FC rotation table, un capteur de rotation de la table. FC base piston, un capteur qui détecte la présence de piston dans la position basse. Et enfin, la station libre, c'est un capteur laser qui détecte l'absence de la pièce dans cette station. Pour le bilan des sorties, on a rotation perceuse, c'est-à-dire la rotation de perceuse. Rotation table, ça veut dire la table réalise une rotation de 60 degrés. Descente perceuse, la descente de la perceuse. Montée perceuse, la montée de la perceuse. Serrage perceuse, la serrage de la pièce est activé. Piston, descendre de piston. Éjecteur, c'est-à-dire envoyer l'éjecteur. On passe maintenant au graph set de la station de polissage. Alors, voilà les conditions de début du cycle. On a FC base, base piston, barre. Ça veut dire pas de détection de piston dans la position base. FC haute perceuse, c'est-à-dire la perceuse est en position hausse. PP1, c'est-à-dire la détection de la pièce dans la position d'entrée. Et station libre, ça veut dire qu'aucune pièce est dans, est dans cette position. Je répète que la détection de la présence de la pièce dans cette station est faite par un capteur laser qui est en rouge. Une fois ces conditions sont respectées, on passe à l'étape 1, telle qu'on fait tourner la table jusqu'il quitte le capteur de rotation, c'est-à-dire FC rotation table barre. En effet, une impulsion est impliquée au moteur de la table et par conséquent, la table fait une rotation de 60 degrés commandée par ce moteur. On attend jusqu'à la table se stabilise et le capteur affiche une valeur de 1, FC rotation table. À ce moment, on lance 3 opérations en parallèle, convergence en I. Chacune de ces opérations représente une poste, donc 3 postes. Dans le poste de piston, l'étape 3 diverge en U sans conflit. Alors, si une pièce est détectée dans cette position, alors l'étape 4 est déclenchée et le piston descendre jusqu'à la position base avant d'arriver à l'étape d'attente 5 pour attendre la finition des autres postes. Sinon, c'est-à-dire que la pièce n'est pas détectée dans cette position par le capteur PP2, euh,
On va dans ce cas sauter l'étape 4 et aller directement à l'étape d'attente 5. Dans la pose de perceuse, l'étape 6 diverge de même en haut, sans conflit. Alors, si une pièce est présentée dans cette position, euh, on passe directement à l'étape 7 où le serrage de la pièce est activé pendant une tempo de 1 seconde avant de désactiver. Ensuite, on passe à l'étape 8 où le perceuse descend et entre en rotation et le serrage de la pièce est activé une autre fois jusqu'à la perceuse arrive à la position basse. Ensuite, à l'étape 9, la perceuse monte et elle entre en rotation une autre fois jusqu'il arrive à la position hausse avant de passer à l'étape d'attente 10. Si la pièce n'est pas détectée dans cette position, c'est-à-dire n'est pas détectée par le capteur PP3, euh, euh, on saute les étapes 7, 8 et 9 et on passe directement à l'étape d'attente 10 et on attend la finition des autres postes. Dans la poste de l'éjecteur, on fait un capteur dans cette position. Donc, à l'étape 10, on va envoyer l'éjecteur pendant un tempo de 5 secondes et on suppose que cette durée est largement suffisante pour faire passer la pièce de cette position à cette position. Et on passe à l'étape d'attente 12. Et après, les étapes 5, 10 et 12 sont activées. Elles convergent en I vers la transition égale à 1 validée et franchie. Et enfin, on va revenir à l'étape 0 pour attendre une nouvelle pièce dans la position PP1. Dans cette partie, après avoir fait le graph set avec mon Sadawi, on passe à la traduction au programme ladder. Alors, après qu'on a créé le projet, on a commencé par choisir l'automate CPU 315 utilisé dans l'ETP. Après, on a inséré le programme de Obeson. Alors, on a travaillé avec la fonction move qui est la même chose, qui fait la même chose avec qu'on va initialiser l'étape 0 s'il n'est pas actif et s'il est actif, on le laisse actif. Alors, pour les variables, on a inséré l'ensemble des variables qu'on va travailler dans ce programme-là. Comme vous voyez ici, on va afficher les variables. On va afficher les variables. Il existe trois types de variables. Des variables entrées, par exemple PP1, PP2, PP3. Et il existe aussi des variables de sortie et les actions qu'on va travailler dans ce programme et l'ensemble des étapes. Les étapes, on les symbolise par au 0, par exemple, c'est l'étape 0, au 1, c'est l'étape 1, etc. Bonjour, maintenant on va entamer la partie supervision. Donc parce qu'on ne sont pas dans le cas réel, les capteurs sont déclenchés par des actions physiques, des actionneurs, etc. On va essayer de simuler ces signaux émis par les capteurs par l'ajout des temporisateurs et des compteurs qui vont jouer le rôle des différentes actions faites par les actionneurs afin de visualiser le fonctionnement du système. Par exemple, la simulation de la rotation table par un compteur ou bien la descente ou le remonte des perceuses. Donc, pour cela, on va maintenant on va voir les différents éléments qu'on a dans le système. Donc, premier temps, on va expliquer le fonctionnement de perceuse et le système de serrage. Ensuite, le fonctionnement du mécanisme de simulation de table. Et à la fin, on va voir le mécanisme de simulation de piston et de système d'éjection. Donc, concernant le perceuse, donc le perceuse est simulé par un compteur. Donc, ce compteur a une plage de variation de comptage de 0 à 30. Donc, ce plage contrôle la vitesse de déplacement de perceuse.
Donc, il y a un autre paramètre qui peut influencer la vitesse de compteur, de déplacement de perceuse, c'est le bit M4.1. Donc, le M4.1, ce bit, il correspond à la deuxième bit de le memento de cadence. Donc, on a choisi le oct 4 comme l'oct de memento de cadence de ce appareil. Ce signal est responsable de générer un signal ce bit est responsable de générer un signal d'horloge de fréquence de 5 Hz qui correspond à une période de 0,2 secondes. Donc ce bit, lorsqu'elle reçoit un signal 1 de l'entrée, elle va générer le signal d'horloge qui va être utilisé soit pour l'incrémentation ou bien la décrémentation de compteur. Donc voilà, dans le graphe 7, on voit que le descente de perceuse est effectué au niveau de l'étape 8 et le monte est fait dans l'étape 9. Donc pour cela, on a attaché l'étape 8 à l'entrée de l'incrémentation et l'étape 9 à l'entrée de la décrémentation. Donc on a ajouté les sorties de compteurs, par exemple le QU, on a utilisé le QU bar pour éviter l'incrémentation jusqu'à l'infini de compteurs. Donc lorsqu'elle atteint la valeur 30, elle va arrêter l'incrémentation. C'est la même chose pour la décrémentation. Pour arrêter la décrémentation, c'est on atteint la valeur 0. Donc voilà, on a également utilisé le bit Q07 afin de faire un remise à 0 à chaque fois on lance la simulation. Donc la sortie current value de perceuse va contrôler la descente dans le cas de l'incrémentation de 0 à 30 et va faire le contrôle de la remonte lorsqu'elle elle commence la décrémentation de 30 à 0. Donc ce bit là va contrôler la simulation et le QU et le QD vont jouer le rôle de déclencheur des capteurs virtuels bas perceuse et haute perceuse. Par exemple, lorsque on atteint la valeur 30, ça veut dire que nous sommes dans l'état bas de perceuse. Donc pour cela on va faire un set à le capteur virtuel bas perceuse et reset à le haute perceuse. Donc c'est la même chose mais en inverse pour le QD. Donc ces capteurs là virtuels vont être placés en parallèle avec les capteurs réels. Par exemple, ici, on a le bas perceuse, le capteur réel et le capteur virtuel pour jouer le même rôle que dans le réel, mais dans l'état de simulation. Voilà, on passe maintenant à le deuxième système, c'est le système de serrage. Donc, on a utilisé le même mécanisme, un compteur, mais ici on a utilisé un plage de variation de 0 à 2 pour faire la sortie de serrage avec une grande vitesse et également le recul avec une grande vitesse. Pour cela on a choisi de 0 à 2. Donc à partir du graphe 7, on voit que le serrage commence à l'étape 7 et est maintenu à l'étape 8. Et lorsqu'on passe l'étape 8, on n'a plus le serrage. Donc pour cela, on a attaché l'étape 7 et l'étape 8 en parallèle avec l'entrée de l'incrémentation. Et lorsqu'on passe l'étape 8, ça veut dire l'étape 8 bar, on va avoir une décrémentation. C'est la même chose, on a utilisé des sorties de compteur pour contrôler la plage de l'incrémentation et décrémentation. Donc voilà, la sortie CV de serrage va être utilisée pour le contrôle de serrage, d'éléments graphiques serrage dans RASH-ME. La dernière partie, c'est la partie concernant la rotation perceuse. Donc la rotation est commencée dans l'étape 8 et également maintenue dans l'étape 9. Donc pour cela, on a ajouté l'étape 8 et l'étape 9
en parallèle pour activer la capteur virtuel M rotation. Ce capteur va être utilisé pour comme indication de rotation dans le HMI. Donc voilà, on passe maintenant à la partie HMI. Donc voilà la partie HMI. Je vais expliquer le perceuse et le serrage. Donc on a cette partie FX et cette partie mobile qui va être en descente et en montée. Et donc voilà, on a fait une animation de déplacement de ce perceuse. Donc voilà, on a essayé le déplacement. On a utilisé la sortie de current value de perceuse pour contrôler pour contrôler le déplacement de perceuse. Donc on a choisi le même plage de variation, c'est de 0 à 30 pour faire une synchronisation de déplacement. Donc ici on a le sens de déplacement vers le bas, ça veut dire l'incrémentation. Lorsqu'on a une incrémentation, le déplacement va être dans le sens bas, et lorsqu'on a une décrémentation, c'est l'inverse. Donc la même chose pour c'est la même chose pour le système de serrage. Donc on a essayé également d'utiliser une animation de déplacement contrôlé par un variable qui est le current value de compteur serrage. Donc on a essayé le même plage de variation de vitesse. L'autre partie, ces cercles-là, cette cercle va être allumé lorsque on a une rotation de perceuse. Donc pour cela, on a ajouté une animation de représentation contrôlée par le capteur virtuel M rotation. Donc lorsqu'on a rotation, ça veut dire un 1 dans ce bit-là, donc il va avoir un couleur orange. Donc si on n'a pas en rotation, elle va maintenir un couleur blanche. Donc voilà, maintenant on passe à la simulation. Donc on clique sur Run Simulation. Donc voilà. Voilà les différents entrées, les différentes sorties. Donc, en premier temps, on va cocher les bits 0 et 1 et 2. Ces bits sont les capteurs de présence des pièces au niveau des différents postes. Le capteur 7 également, c'est le capteur de station libre. Donc, on le coche manuellement. Donc voilà, on lance la simulation. Cliquons sur Run. Donc voilà, les différentes étapes sont activées, les autres sont désactivées. Lorsque la présence de la pièce a été des pièces a été détectée, on a la descente de perceuse, donc le cercle est alimenté, comme quoi une rotation, le serrage est fait en sortie. Lorsque le perçage a été terminé, on a le remonte de perceuse et le recul de système de serrage. Bonjour monsieur, d'abord on passe à la partie de simulation de la rotation de la table. Alors, on a ici la rotation de la table s'effectue dans l'étape 1. Alors, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, on a trois conditions. On a l'F0, le perceuse va être en position RAW, et on a aussi la station va être libre, et la position PP1 est vraie, et on a aussi le piston va être en position RAW. Alors, après avoir vérifié ces quatre conditions, pour la condition, et on va activer l'étape 1 et recycler l'étape 0. Alors, pour la partie supervision, on a ajouté des capteurs virtuels qui va contrôler différents éléments graphiques dans le HMI. Après l'étape 1, comme vous voyez dans le graphe 7, après l'étape 1, la table commence à tourner par l'impulsion aussi par le moteur. Alors, on a inséré un temporisateur DLY1. On a inséré DLY1 qui est ici. Ce temporisateur-là, son rôle, c'est de rester retarder un peu dans l'étape 1 afin que le système réseau de simulation détecte l'action de rotation de la table.
dans l'étape 1 pour commencer la rotation de la table. Sinon, il va passer directement à l'étape 2 et vitement à l'étape 2 car la condition de rotation ici, la condition de rotation de la table est faux. Ils sont par est toujours vrai. Alors, pour l'idée de simulation de la rotation de la table de l'HMI, de la table de l'HMI, on a utilisé trois temporisateurs. On a utilisé le temporisateur qu'on voit ici, temporisateur TG, le compteur CO et le temporisateur T4. Et on a utilisé un compteur CO parce que lorsque la détection de la pulsation, le T4 reçoit l'impulsion, il va faire un retard. Qu'on voit ici le T4, on va chercher ici le température T4. Quand il reçoit une impulsion, il va faire un retard de 2 secondes. Ce paramètre permet la vitesse de rotation de la table. S'il augmente, on va avoir une rotation lent. S'il est, il décrémente, on va avoir une rotation vite. Alors, pour la simulation de la table, on a travaillé avec 4 photos. Voici les photos qu'on a travaillé avec, qu'on a réalisées avec Photoshop. Ces 3 photos vont être affichées l'une après l'autre pour simuler la rotation de la table. Le paramètre qui va contrôler le passage d'une photo à une autre, c'est le compteur CO. Alors, lorsque la durée est finie, de la sortie du T4, on entre dans le DLY, DLY, on va entrer dans le DLY. Comme voici là, sortie du T4 va entrer dans le DLY pour qu'on avoir un petit retard pour que le compteur reçoit une impulsion de comptage. Alors, les paramètres de compteur CO, le paramètre de compteur CE, c'est 3. Son nombre contrôle combien de mouvements va être effectué pour compléter 60 degrés. 60 degrés, c'est, on voit ici, on va avoir passer à 3 photons. 1, 2, 3 pour retourner à la position initiale qui est la fin de rotation de 60 degrés. Alors, dans ce compteur, la sortie de ce compteur-là va être utilisée. Sortie de compteur, il va être utilisé pour entrer à le temporisateur TG. Ce temporisateur TG qu'on voit ici. Le temporisateur TG qui va jouer le rôle de temps total de 60 degrés. Parce que si on a fixé un intervalle de temps de son travail, parce que si on n'a pas effectué, on va insérer le température TG, le température va compter jusqu'à l'infini, il ne s'arrête pas. Alors, on passe d'abord à la partie de supervision de l'HMI. Alors, on passe d'abord à la partie de supervision de l'HMI pour mieux voir les choses et comment ils fonctionnent. Alors, comme vous voyez ici, on a associé à les 3 photos de la table. Les 3 photos, c'est celle qui va animer la rotation de la table. Alors, on les associe, vous voyez ici, dans les propriétés. On les associe à le compteur, le variable de compteur CO. Pour voir les choses, on les associe à l'animation. On voit ici, c'est le current value du compteur CO. Et ici, on a inséré les 3 photos qui vont être animées. Ici, on a inséré les photos qui vont être apparaître l'une après l'autre pour simuler la rotation de la table. Alors, on retourne d'abord à le main OP1 pour mieux comprendre les choses. Alors, comme on a déjà dit, le temporisateur TG va citer le temporisateur TG au-dessus. Temporisateur TG va citer l'intervalle
pour le T4 va compter, qui est 2 secondes. Sinon, si on n'utilise pas le temporisateur TG, le T4, le T of 4 va compter sans arrêt. Dans l'étape 2, on a inséré le compteur qu'on a déjà parlé, qui va prendre l'étape 2 comme entrée. Le compteur va être l'étape 2 comme entrée. Donc, le passage de 3 photos indique qu'on a complété une rotation de 62 de la table. Et on a lié ces photos-là avec le compteur CO. Et on va vous laisser d'abord par une petite démonstration de la situation de la table. Comme vous voyez ici, quand la table va tourner de 3 mouvements, qui sont les valeurs de compteur CO, la table vont arrêter et les capteurs PP1, PP2, PP3 vont allumer en rouge, car comme vous voyez ici dans le graphe après l'arrêt de rotation de la table, il faut activer l'étape 3, 6, 9, qui sont associés avec les capteurs PP1, 3, PP2 et PP1. On vous laisse on vous laisse avec la simulation de la table. Après l'arrêt de la table, le piston va descendre et aussi le perceuse va descendre et faire son travail. Et le perceuse va percer la pièce pour la fixer. Et enfin, on a un éjecteur qui va éjecter la pièce finale. Alors, la deuxième partie de simulation de la table, c'est la simulation des capteurs de présence PP1, PP2, PP3. Alors, pour simuler ces trois capteurs-là, on a utilisé ces carrés. Alors, ces carrés, on les a associés les capteurs virtuels PP3 avec l'adresse M1.6. Alors, quand la table fait une tourne de 60 degrés, qui est montrée par le compteur CO. Le compteur CO, quand il est dans la valeur sans sortie vraie, alors qui a terminé les compteurs 1, 2, 3. Alors, il a affiché 3 photos. Donc, la table a complété une rotation de 60 degrés et toutes les pièces sont dans leur place. Alors, quand ils sont dans leur place, il va être déclenché en un couleur rouge. Alors, donc les PP1, PP2, PP3 sont vrais. Alors, comme vous voyez ici, on va revoir le programme. Alors, comme vous voyez ici, quand la table complète 60 degrés, pas encore. Ici, les trois capteurs PP1, PP2, PP3 vont s'allumer en rouge. C'est alors que les pièces sont de leur place et la table a complété la rotation de 60 degrés. Et d'abord, on a fini avec la rotation, la stimulation de la rotation de la table. On passe avec Haytham pour nous parler de simulation de l'éjecteur et le piston. Alors, suite à la description de la partie suivante, c'est la partie de la supervision de deux éléments importants de station de polissage qui sont l'éjecteur et le piston. Alors, on commence par l'explication de fonctionnement de piston. Donc le graphe 7, de la partie de fonctionnement de piston est composé de deux raisons ou bien de deux graphes 7 linéaires. C'est à cause de la convergence qui commence par l'étape bien sûr 3 et finit par l'étape 5. Alors on a ici le bit N03 qui prend l'état logique de l'étape 3 et aussi on a le PP2, c'est l'entrée qui détecte bien sûr la présence de la pièce au niveau du piston. Donc on a ici bien sûr l'activation de l'étape 4 avec aussi la désactivation lorsque bien sûr l'étape 4 active, on a l'étape 3 désactive. Puis on a, lorsque bien sûr on n'active pas l'entrée est 0,2, donc on n'a pas une pièce, donc on a l'activation déjà, donc automatiquement l'étape 5 doit être active et la désactivation de l'étape 3.
suite bien sûr à la graphe linéaire de la première convergence. Donc le bit M03 prend l'état logique de l'activation de l'étape 4, bien sûr qui est responsable à l'actionnement de piston. Donc on a ici deux modes de fonctionnement. Le premier mode c'est le mode manuel par l'activation bien sûr de piston. Par l'activation de l'entrée 06 qui bien sûr détecte le piston au niveau bas. Donc automatiquement l'étape 5 doit être active et l'étape 4 désactive. Concernant bien sûr le mode automatique, pour bien sûr réalisation de la partie de supervision et avoir une simulation de monte et descente de piston. Donc on a réalisé ce fonctionnement par le compteur STUD qui est responsable à le comptage lorsque bien sûr le piston descend de position initiale à sa position ciblée et de la phase bien sûr de décomptage pour que bien sûr le piston descend à sa position initiale. Donc à savoir bien sûr pour que bien sûr ici la sortie bien le bit MFC bas piston doit être active. Donc on a ici l'entrée descente QU, c'est la sortie bien sûr de compteur STUD. Notre STUD alors bien sûr lorsque l'étape M03 active. Donc bien sûr lors de 0 à 40 DC1 QU égale 0, donc la barre égale 1. Donc automatiquement, lorsqu'on atteint bien sûr la valeur 40, KU égale automatiquement 1. Donc on a ici la valeur de MFC bas piston active. Automatiquement, le bit MFC bas piston ou bien M33 doit être actif automatiquement. On a l'activation de l'étape 5 avec aussi la désactivation de l'étape 4. Donc puis à savoir bien sûr la simulation de notre piston dans la partie de supervision. Alors on a fait bien sûr la simulation de notre piston par la propriété ou bien l'animation de déplacement vertical de piston à cause bien sûr de compteurs réalisés dans la partie ladder. C'est permettre lorsque bien sûr il compte et bien sûr il descend lorsque bien sûr on a le décomptage et il monte. Donc pour voir bien sûr la simulation, donc premièrement on a besoin d'activer E00 avec E01 et aussi E02 pour bien sûr détecter la présence de la pièce au niveau de piston, et avec bien sûr E07 c'est responsable à la station libre. Donc et puis on clique sur le mode Run. Donc à savoir bien sûr la rotation de la table, puis lorsque bien sûr il détecte la présence de la pièce, donc le piston descend à sa position ciblée, puis il revient à sa position initiale et le cycle refait bien sûr. Donc alors concernant bien sûr le principe de fonctionnement de l'éjecteur, donc est résumé bien sûr sur un graphe linéaire qui commence par l'activation de l'étape 11 pour bien sûr éjecter ou bien évacuer notre pièce. Alors pour que bien sûr l'étape 11 active, donc on a besoin d'activer bien sûr l'étape 2. Donc ce port bien sûr prend l'état logique de l'étape 2 lorsqu'il est actif. Lorsqu'il est actif, aussi on a ici deux modes de fonctionnement. Le mode manuel c'est pour l'activation bien sûr de capteurs FC rotation de table, ou bien par le compteur SO.Q, ou bien par la sortie bien sûr de compteur, c'est-à-dire
la sortie de compteur mise à 1 lorsque bien sûr le compteur atteint la position 3 de rotation de la table. Donc ici on a l'activation bien sûr de l'étape 11, puis on a, lorsque bien sûr on active bien sûr l'étape 11, on passe bien sûr à l'activation de l'étape 12 par bien sûr, un bit prend le résultat logique d'un temporisateur, donc TM1.Q, lorsque bien sûr le Q de temporisateur mis à 1 pour une durée de 5 secondes. Donc automatiquement on a l'activation de l'étape 12 et bien sûr désactivation de l'étape 11. Pour bien sûr pour le cycle bien sûr refait, ou bien l'initialisation de l'étape M00. Alors on passe bien sûr à la partie de simulation. Donc la simulation c'est la même, bien sûr on doit bien sûr activer les bits E00 avec E01 et aussi E02 et E07, puis on clique sur le mode 1, bien sûr à savoir la première rotation de la table, deuxième rotation et la troisième. Donc ici on a l'éjection de la pièce avec aussi le piston descend, et aussi on a le serrage et le perçage.